Bonsoir, chers Normandes, chers Normands. Ce soir, nous nous retrouvons pour une nouvelle conférence qui fait suite à la longue série de conférences que nous avons fait sur des thèmes divers et variés au sujet de notre belle région. Nous allons parler ce soir du tourisme, un élément essentiel qui a malheureusement souffert durant cette crise sanitaire et économique. Je vais rappeler quelques chiffres percutants sur le tourisme en Normandie. C'est 16,2 millions de nuitées dans les hébergements marchands. C'est 2,3 millions de visiteurs par an au Mont-Saint-Michel, 5,8 millions de visiteurs sur les sites du débarquement normand, 38 000 emplois directement liés au tourisme, et ce chiffre s'élève à 50 000 emplois en haute saison. Pour nous accompagner ce soir durant ce débat, des invités de qualité qui connaissent leur territoire et qui sont très proches de notre région. Je vais commencer par saluer notre 5e vice-présidente en charge du tourisme, du nautisme et de l'attractivité du territoire, Marie-Agnès Poussé-Winsbach. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Thibault, merci, je vais très bien. Eh bien, super. Notre invité suivant est Monsieur Éric Pellerin, le propriétaire et le gérant du jardin botanique de Vauville, situé dans la presqu'île du Cotentin, réunissant 1000 espèces de plantes et classé jardin remarquable en 2004. Comment allez-vous, Monsieur Pellerin? Très bien, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Ensuite, nous aurons Bernard Soule, maire de Domfront, qui est une ville qui est chère à notre région de par son passé médiéval. Et nous allons voir comment nous allons pouvoir faire valoir notre patrimoine culturel avec lui ce soir. Enfin, nous avons aussi l'honneur d'inviter Monsieur Christian Sébir, le président et fondateur du parc historique Ornavic. Bonsoir, comment allez-vous? Merci d'être là ce soir. Bonsoir à tous. Alors, à la suite de cette présentation, je vais demander, et ma première question s'adressera à Madame Marie-Agnès, pour nous dire ce qu'est le tourisme normand, comment la région favorise cette activité ô combien importante, et comment la région a fait pour promouvoir le tourisme et faire valoir nos offres. Donc voilà. Alors je retire mon... Oui. J'attends que vous remettiez le vôtre. Oui. Donc bonsoir à tous. Le tourisme en Normandie, après les chiffres excellents que vous avez rappelés, c'est aussi un petit chiffre qui parle, je pense, 6% du PIB régional. C'est-à-dire que c'est une véritable activité économique. Alors nous avons plutôt deux prismes pour aborder le tourisme. On a la promotion. Comment est-ce qu'on fait la promotion de notre région? Et pour ça, on a un outil qui s'appelle le Comité régional du tourisme, connu aussi sous le nom de CRT, qui, aussi bien auprès des Normands, auprès des Français, auprès des Européens, auprès de la clientèle internationale, eh bien, fait la promotion de notre région, de tous ses atouts, de ses sites, qu'ils soient naturels ou pas, privés ou publics. Et donc, nous avons une organisation sur laquelle nous reviendrons sans doute tout à l'heure, présidée par Hervé Morin, et dont je suis la première vice-présidente. Une équipe très nombreuse qui, normalement, était évidemment à Évreux, mais aujourd'hui est en télétravail. Et puis, nous avons les services de la région. Le service tourisme de la région, eh bien, qui, lui, est basé à Caen, et qui travaille plus particulièrement sur l'accompagnement auprès des entreprises touristiques, notamment par exemple sur la formation, sur des études qui doivent être menées impérativement pour qu'un projet puisse se faire, sur les aides, sur l'offre. Comment est-ce qu'on essaie d'aider les territoires pour avoir une offre toujours plus grande? Donc voilà, on a d'un côté l'offre et de l'autre côté la promotion. D'accord. Donc, je vous remercie pour cette introduction rapide et très claire. Juste une autre question. Vous qui voyez les professionnels du tourisme et vous qui connaissez les rouages de cette économie, dans quel état d'esprit sont les professionnels et comment on peut espérer la situation avec la crise sanitaire que nous connaissons? Alors, j'allais dire que, évidemment, c'est très compliqué. Il ne faut pas se le cacher. Le domaine touristique est sans doute celui qui a le plus souffert, celui qui a le plus perdu d'emploi l'année dernière au premier semestre 2020. Hein. C'est l'INSEE qui nous le dit, on ne l'invente pas. Malgré tout, les contacts que nous avons su garder pendant cette année
en distanciel avec les uns et les autres montre qu'il y a beaucoup d'espoir parce que nous l'avons déjà vu. Par exemple, en février, nous étions l'une des seules régions à avoir eu autant de personnes qui venaient sur notre territoire. Juste un petit chiffre, au niveau des régions de France, nous sommes la deuxième région à avoir perdu le moins de visiteurs. C'est-à-dire que nous sommes à moins 15% sur l'ensemble des fréquentations, alors que par exemple l'Île-de-France est à moins 35 ou d'autres régions. Donc un état d'esprit, je vous dis, parfois très différent aussi, il faut pas se le cacher. Lorsque vous êtes un professionnel sur le littoral, il est clair que vous imaginez que la reprise va être peut-être plus simple que lorsque vous êtes dans un territoire très rural. Lorsque vous êtes sur le bord du littoral, c'est sans doute plus simple que lorsque vous êtes dans une grande ville où, par exemple, le tourisme d'affaires a été extrêmement affecté. Donc, nous avons, selon les acteurs, des analyses un peu différentes par rapport à la crise. En tous les cas, ce que je retiens, c'est qu'ils sont tous très motivés et très attentifs, évidemment, à ce qui va se passer et qu'ils comptent aussi beaucoup sur nous, notamment sur la promotion. Je vous remercie pour cette réponse claire et qui met en perspective tout notre sujet sur le tourisme. Donc on le voit, on le sait, que la région est très impliquée sur le tourisme pour des nouveaux projets. Et on a la chance ce soir d'avoir des intervenants qui sont porteurs de projets, entreprenants dans leur domaine et qui font tout pour que le tourisme normand brille à travers les Françaises et les Français, parce que nous sommes une région monde et on essaye d'attirer tout le monde chez nous. Donc Monsieur Sébir, vous avez créé le parc Ornavik qui retrace l'histoire normande et l'histoire des Vikings. De ce fait, comment vous pouvez est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut faire valoir la culture normande et notre patrimoine si riche ? Notre aventure a commencé en 2011 à l'occasion du 11e centenaire de la naissance de la Normandie. Dans ce cadre, on a ouvert un parc de 10 hectares sur le bord du canal de Caen à la mer. Et sur ces 10 hectares, on raconte la fabuleuse histoire de la naissance de la Normandie, entre Rollon le Viking et Guillaume le Conquérant. 3 espaces, un espace carolingien, un espace viking, un espace ducal. L'originalité de ce projet, qui était un peu fou au départ, est de ne travailler ce parc, construire ce parc uniquement avec des bénévoles ou avec des entreprises qui font du mécénat de compétences. Donc on a une centaine d'entreprises partenaires, il y a plus de 100 bénévoles depuis le départ. Nous avons passé plusieurs centaines de jeunes en insertion sociale. C'est vraiment un projet social extrêmement important sur l'agglomération caennaise. Et nous avons également, indépendamment de ce côté social, nous avons développé ce parc depuis 10 ans maintenant. Et nous attendons cette année 20 000 visiteurs. Et ce projet n'aurait jamais pu exister, c'est très clair, sans l'aide des services du Conseil régional. Nous n'avions pas d'expérience, nous avions une véritable volonté, nous voulions démontrer que 1000 ans après, les Normands étaient toujours aussi conquérants. Voilà, c'était ça notre slogan. Et donc les personnes physiques devenaient bénévoles, les personnes morales financées, puisque pendant 6 ans, nous ne souhaitions pas d'aide publique. Nous demandions des aides, bien évidemment, mais pas d'argent. Et c'est là où on a trouvé le Conseil régional avec un facite ce qui nous a permis d'avoir un chef de projet. Ça a été une véritable aide à développer notre projet. Et maintenant, écoutez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous sommes vraiment satisfaits du développement de ce parc. Et en 2025, maintenant, nous sommes sur un projet, le premier centre d'interprétation viking pour l'Europe du Sud. Et les budgets sont officieusement bouclés, avec que ce soit la région, le département, la communauté urbaine, la ville. Enfin, tout le monde s'y met. Et pour nous, c'est une véritable satisfaction. Voilà.
Je vous remercie pour ce témoignage très intéressant. Donc on le voit, la région aide aussi pour faire naître les projets, et pas sur un plan uniquement financier, mais aussi sur des plans, je dirais, d'études, pour étudier la viabilité de nos projets. Et ça, c'est très intéressant. Donc, Monsieur Bernard Soul, vous aussi, la ville de Domfront est une ville riche en patrimoine et en culture, et il y a beaucoup de projets. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire ce que la région réserve pour vous? Est-ce que je peux intervenir là-dessus avant que tu présentes, Bernard, pour peut-être donner le chapeau de cette politique qui a été menée à Domfront, je me permets. Lorsque nous sommes arrivés à la région, on a une feuille de route, tous les vice-présidents, très précise, et notamment il y en avait une qui était de mettre en avant et de créer, puisqu'au fond, même si nous avions la chance d'avoir des sites en Normandie en rapport avec le médiéval, mais de vraiment créer des espaces où nous aurions, ou au moins un, de façon exemplaire, eh bien, une mise en valeur de la Normandie médiévale. Et donc, on a travaillé assez longuement avec des scientifiques parce que, comme nous avons la chance d'en avoir en effet de nombreuses villes qui ont du patrimoine médiéval, eh bien, il ne fallait pas qu'on soit accusé ici ou là d'avoir des préférences. Donc, on a travaillé avec des scientifiques par rapport à des territoires qui avaient envie de mettre en valeur leur patrimoine. Et donc, c'est Domfront qui a été, alors pas que, mais il y a eu plusieurs communes qui ont été fléchées. Domfront a été contacté et aussitôt, eh bien, le maire de Domfront et son équipe municipale ont répondu oui à un pari qui était un peu fou, celui du président Morin, qui était de dire on va mettre des moyens pour que sur ce territoire, eh bien, on puisse voir comment mettre en tourisme un territoire. Et donc là, Bernard, je pense que tu peux introduire sur comment on y est allé, mais je pense que c'était important qu'on rappelle que vraiment, là-dessus, il y avait une vraie volonté politique. Oui, merci Marie-Agnès. L'introduction correspond exactement à ce qui s'est passé, puisque donc la nouvelle équipe a mis en place un cluster médiéval normand, dans lequel, bien évidemment, nous sommes inscrits aussitôt, avec la mise en place du comité scientifique derrière, comment je pourrais dire, la riche reconnaissance du patrimoine médiéval normand. Et donc, est sortie du chapeau cette proposition en début 2018, directement du président d'Hervé Morin, qui m'a interpellé, qui m'a appelé au téléphone, et me proposant ce pari, comme le disait mon voisin tout à l'heure, un peu fou, très ambitieux. Et alors, pas forcément encore totalement initié à l'envergure des chantiers nous attendant, nous avons répondu positivement aussitôt afin de nous engager tout de suite dans la démarche. Alors, partant d'une feuille blanche, effectivement, la mission est assez complexe. Il a fallu déjà, heureusement, que les services justement du tourisme de la région Normandie nous ont été mis à disposition pour nous aider à écrire un cahier des charges, à aller recruter un cabinet afin de pouvoir nous accompagner à élaguer, déjà partant de notre histoire, partant du patrimoine dans lequel nous vivions jour et nuit depuis des décennies, mais qui échappait à l'œil de beaucoup de nos concitoyens et habitants d'Onfrontais. On peut peut-être le décrire. Alors, effectivement, il y a aussi le château. Alors, le château qui est un donjon, avec ce qu'il en reste, puisque Sully est passé par là à une époque et avait fait détruire, comme bien d'autres, patrimoine en France. Et depuis, alors, donc, attenant au rempart de la vieille ville, la cité médiévale, avec ses tours, ses nombreuses tours, donc il en reste très peu de public, elles sont pratiquement toutes privatisées. Depuis cette non-reconnaissance, si on peut dire, puisque à certains moments, les Domfrontais avaient pris l'habitude d'aller piller, même il y a quelques décennies, d'aller piller la déconstruction de certains monuments dans le parc du château, et pour pouvoir les rendre accessibles aux jardiniers de l'époque.
Donc voilà, l'endroit a vécu vraiment des moments difficiles. Et aujourd'hui, il nous a fallu donc plutôt abandonner, sauf heureusement une association, l'association de restauration et de sauvegarde du château, qui œuvrait généreusement avec les moyens qu'elle pouvait obtenir d'année en année en fonction des équipes municipales en place, et qui essayait d'œuvrer à sauvegarder et à remettre en état, si on peut dire, le patrimoine existant ou encore visible. Donc cette longue période a été difficile pour les bons acteurs, les généreux acteurs de l'association. Et heureusement, le projet touristique régional est arrivé à point nommé. Donc je vous remercie, Monsieur Soul, de rappeler ce projet qui est intéressant. Et le château de Domfront, c'est important de le rappeler, nous a accueillis, les JNC, en août avec Laurent Martingue. Et c'est vrai qu'ouvrir le patrimoine à toutes les générations, c'est quelque chose d'important pour notre région, de façon à ce que tout le monde s'intéresse à l'histoire de la région qui parfois n'est pas toujours soulignée. Donc on vous remercie pour ça et pour ces initiatives. Sur un autre volet du tourisme normand, je voudrais vous interroger, vous, Monsieur Pellerin, comment la région vous a aidé et puis comment sont vos projets actuellement pour votre jardin et comment vous envisagez la suite? Écoutez, déjà, merci de nous accueillir ici ce soir. C'est vrai que si l'on revient un peu sur l'année précédente, qui a été très compliquée pour les parcs et jardins, tous les sites touristiques d'une manière générale, les restaurateurs et tous les commerçants qui sont liés au tourisme, je dois quand même saluer la réactivité de la région qui a créé très rapidement les fonds d'urgence. Alors on va parler un peu de la culture, mais un jardin botanique autour d'un château, c'est un monument historique. Je ne peux pas ne pas évoquer la culture et le tourisme. Ça va clairement de pair. Et je voulais vraiment remercier et saluer la région de la rapidité avec laquelle on a pu être aidé, conseillé et encadré pour comprendre voilà, comment on allait évoluer la situation, avoir une visibilité sur les conditions de réouverture. Donc il y a eu ce fonds d'aide d'urgence pour tous les établissements culturels. Il y a aussi le fonds d'aide à la création donc, qui a été développé, ce qui a permis au Jardin de Vauville d'être aidé à hauteur de 10 000 euros donc, pour le fonds d'aide d'urgence. Puis ensuite, pour le fonds d'aide à la création, nous avons été aidés car j'ai fait venir des troupes de théâtre dans le jardin. Et ça, on a senti que ça avait un gros impact, beaucoup d'intérêt de la part du public, parce qu'en extérieur, et c'est vrai que la saison a été assez, j'allais dire, moins difficile au Jardin de Vauville. Et puis, il ne faut pas du tout oublier le comité régional du tourisme qui très vite a su aussi relancer les opérations de communication auprès de la presse, notamment des télévisions. On a pu faire de nombreuses visios tous ensemble, les différents sites. Il y avait aussi des abbayes, il y avait aussi d'autres parcs et jardins. Et c'était très agréable, je trouve, de sentir aussi cette réunification des Hautes et Basses Normandie et d'avoir ce réseau comme ça qui était très fort et on s'est senti vraiment soutenu. Il ne faut pas oublier que le comité régional du tourisme pour les jardins, il publie le guide des parcs et jardins, qui est une petite bible que je pense que chaque personne qui découvre la Normandie, mais aussi bien les personnes qui vivent en Normandie, peuvent avoir dans la porte de leur voiture ou dans leur sac à dos pour leur vélo. Et ce guide, c'est vraiment une référence pour pouvoir découvrir les parcs et jardins de Normandie. Je dois ajouter aussi qu'à Vauville, il y a une ferme pédagogique qui a été créée en 2018, qui a bénéficié aussi de l'aide de la région pour acquérir des chevaux comme normands, puisque cette ferme pédagogique est un conservatoire des animaux normands et du Cotentin. Là encore, pour la 4e fois, la région a pu intervenir sur le site du Jardin de Vauville. Donc, je dois dire que les années qui viennent de passer ont été témoins d'un soutien très fort. Et je pense qu'il y a encore de merveilleux projets, notamment sur le tourisme vert, le tourisme éco-responsable. Et les mois que nous venons de passer sont, je pense, les meilleurs témoins qui nous ont fait comprendre que consommer local, de manière raisonnable, de manière la plus naturelle possible, comme le Jardin de Vauville est entretenu, ça a finalement du sens. Et je pense que
voilà, la région a compris ça, la mise en valeur des races locales, toutes ces découvertes pour tous les âges, et aussi bien pour les personnes qui vivent là où est le site touristique que pour les visiteurs. Et je pense qu'il y a ce souci aussi de vouloir sortir, si je puis dire, des sentiers battus. Évidemment, nous avons le Mont-Saint-Michel, nous avons Giverny, nous avons la tapisserie de Bayeux et le mémorial de Caen, ou la Cité de la Mer à Cherbourg. Mais il ne faut pas négliger tous les sites très intéressants, naturels, gastronomiques. Et là, je pense que, d'une manière générale, la région n'a oublié personne et n'oubliera personne. Il y a encore plein de belles choses à faire et je sais que des choses sont en route. Donc voilà, je suis là pour témoigner déjà de ce que la région a fait et je ne peux que la remercier aujourd'hui. Je vous remercie, Monsieur Pellerin, de ce témoignage, lui aussi très intéressant, qui montre que la région elle est derrière tous les projets, qu'elle croit au projet des Normandes et des Normands. Et je voudrais vous demander, à vous, Marie-Agnès, comment le dispositif, par exemple Normandie ici ailleurs, aide les Normands à faire valoir ce qu'ils ont à montrer aux touristes et comment la région Normandie se laisse ouvrir aux touristes qui viendraient d'une autre région. Alors, peut-être expliquer ce qu'a été cette campagne, la Normandie ici ailleurs, parce que je pense que tout le monde l'a vu, mais on ne sait jamais, elle a pu échapper à certains. C'est une grande campagne que nous avons lancée avec le CRT à l'été dernier, qui reprenait en fait des images que nous avons chez nous, avec des images extrêmement connues sur le plan international. Vous aviez par exemple, puisque je suis aussi maire de Fécamp, la Bénédictine, et que nous avons cité beaucoup de sites dans l'ex-Basse-Normandie, la Bénédictine avec une comparaison avec un immeuble bruxellois, et c'était exactement le même. On avait une plage du Cotentin et avec à côté la photo prise aux Seychelles, c'était exactement la même. Bref, nous avons été en capacité, on a tenu à montrer aux Normands, aux Français et aux quelques étrangers, notamment des pays voisins, eh bien que nous avions aussi sur notre territoire énormément de richesses et qu'il n'était parfois pas utile d'aller à des milliers de kilomètres eh bien, pour découvrir des choses que nous ne connaissons pas. Parce que nous avons fait ce constat que malheureusement, régulièrement, eh bien, on pouvait être tenté d'aller un peu loin de chez soi, alors que à nos portes, eh bien, nous avons, sur le plan des sites, une variété immense entre, en effet, les falaises de la côte d'Albâtre et le nez de Jaubourg, ou les plages de sable du Calvados, ou la Suisse normande. Bref, j'ai l'habitude d'indiquer qu'en Normandie, on peut à peu près tout faire, sauf du ski alpin. Et encore, peut-être qu'il y a certains endroits où ce serait éventuellement possible. Mais une très très grande diversité de sites, d'offres, mais que nous devons toujours renouveler parce que nos habitants et nos touristes eh bien, attendent cela. Quand je dis, je reprends aussi ce que disait Eric tout à l'heure, il est important de ne jamais oublier que ce que nous faisons, tout ce que nous faisons, est avant tout pour les Normands. Et tant mieux si ça peut profiter derrière eh bien, à des touristes venus d'ailleurs, mais il est important de dire que c'est avant tout pour nous, c'est de l'argent public, c'est de la richesse, c'est de l'emploi, de nombreux emplois. Tu le rappelais tout à l'heure, 50 000 emplois en forte saison. Donc ces activités, c'est pas simplement pour faire plaisir aux touristes, c'est avant tout pour nos habitants. Lorsqu'on aménage des sites à Domfront, ça sera évidemment avant tout une valorisation. Alors peut-être que lorsqu'il y aura 15 000 personnes ou 20 000 personnes par jour, non, peut-être pas, on ne va pas leur faire peur, il pourra y avoir quelques aménagements, mais évidemment qu'avant tout, ça valorisera eh bien, la qualité de vie des habitants de Domfront. Monsieur Soul, donc Marie-Agnès, je vous remercie pour cet éclaircissement sur la campagne Normandie ici ailleurs. Et je voudrais m'adresser à vous, Monsieur Soul. Est-ce que vous en avez bénéficié et est-ce que vous pensez que ce dispositif pourra vous aider à l'avenir quand le projet sera terminé et comment vous comptez exploiter toutes nos forces? Alors, merci pour votre question, mais
Évidemment que nous en avons bénéficié totalement, puisque sans cela, nous n'aurions jamais imaginé pouvoir mettre en place un tel projet sur notre commune. Nous étions dans la prise de conscience de ce patrimoine. Nous y travaillions déjà depuis 3 ans que nous étions élus. Mais de là à transformer l'essai, comme nous l'a proposé le président Hervé Morin et l'équipe en place, que je remercie, c'était bien au-delà de notre imaginaire. Sans parler des aspects économiques aussi, puisqu'il y a cet accompagnement significatif de la région Normandie, sans lequel nous n'aurions jamais pu vendre, ne serait-ce que l'idée à nos conseils municipaux, de pouvoir abonder à cette hauteur sur les différentes études, puisque de toute façon, pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui, nous avons fait un point d'étape hier en la présence de Marie-Agnès et du président Hervé Morin. Pour en arriver là où nous en sommes, il a déjà fallu mettre quelques centaines de milliers d'euros sur la table pour pouvoir concevoir le projet. Donc, sans cet appui phénoménal de la région, nous n'en serions pas là du tout. C'est clair et net. Je vous remercie, Monsieur Soul, pour cette réponse qui montre que la région, elle accompagne, elle part du point A, pour aller jusqu'au point Z, et de montrer qu'elle est là dans les moments faciles et les moments moins faciles. Et je voudrais aussi vous demander à vous, Monsieur Sébir, si l'état d'esprit est le même que Monsieur Soul, pour vous. Oui, bien évidemment. Vous imaginez, vous créez une association et aujourd'hui, nous allons investir dans un projet tous ensemble de plus de 13 millions d'euros. Vous comprenez bien que si la région n'avait pas joué un rôle de conseil, un rôle d'écoute, jamais cela n'aurait été possible. Il y a une vraie volonté des hommes et des femmes, bien évidemment, de réaliser. Je vous ai dit tout à l'heure les bénévoles, les entreprises, partenaires, etc. Mais la région a été essentielle. D'abord la confiance, d'abord l'écoute. D'abord écouter un projet comme celui-là et se demander pourquoi aller plus loin. Et c'est ça qu'on a vraiment apprécié, nous. C'est vraiment avoir l'écoute. Et madame, je vous remercie, parce que la première fois, on vous a invité, vous êtes venu de Haute-Normandie, vous êtes venu jusqu'à Hérouville-Saint-Clair, et ce jour-là, vous nous avez donné des conseils, je me rappelle très bien, et grâce à cela, eh bien, on a monté des dossiers, on a monté un premier dossier facile, on en a monté un deuxième, on a été accompagné, et aujourd'hui, on est sur un projet extrêmement ambitieux, où tout le monde se retrouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est quand même un projet de 13 millions. Enfin, c'est quand même énorme, et on va le réussir, on le sait. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, merci. Au nom de tous les bénévoles, je tiens absolument à vous remercier. Et à remercier, bien sûr, toutes les équipes de la région. Merci, Monsieur Sébir, pour ce témoignage. Et il y a quelque chose qui ressort dans votre témoignage, c'est que vous parlez du chiffre de 13 millions d'euros pour aider votre projet à vivre, mais vous parlez aussi... Pas à vivre, à investir. À investir. Pas la même chose. Ah oui, c'est différent. Non, on investit 13 millions d'euros. D'accord. Non, on s'autofinance. Donc, vous avez mis en perspective ce chiffre très important, mais vous avez aussi parlé de l'écoute. Et moi, je veux rebondir sur ça pour poser une question à Marie-Agnès. Est-ce que finalement, le rôle de la région, c'est plutôt de l'accompagnement et de la pédagogie, si je puis dire, et de l'écoute, plus que des apports seulement financiers? Et en fait, c'est de montrer qu'on croit en votre projet. C'est un peu tout à la fois. Au départ, il y a l'écoute, il y a l'analyse et il y a le conseil, puisque le FACIT dont on parlait tout à l'heure, c'est un fonds d'aide au conseil. Et parce qu'on peut parfois avoir une très 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 bonne idée, notamment Ornavik, c'était le cas, avec une volonté incroyable d'un grand nombre d'hommes et de femmes passionnés par cette idée. Mais derrière, de là en faire un projet qui, sur le plan, on va dire, économique, puisse fonctionner, eh bien, c'était compliqué.
Donc, nos études, notre écoute, elle a été basée là-dessus. Et puis, en effet, puisque moi aussi, je me souviens très bien de ce jour où j'étais venue vous voir, eh bien, on vous avait dit, c'est formidable, c'est même extraordinaire tout ce que vous aviez déjà fait sans moyens, en fait. Mais si vous voulez passer à une étape supérieure, il faut vous faire accompagner, il faut qu'on arrive à monter un modèle économique. Et vous avez accepté. Or, il y a des personnes qui n'acceptent pas. Donc ça, je veux aussi en effet le saluer. Vous avez accepté de donner une autre dimension à votre projet, d'accepter les conseils, parce que c'est vrai qu'avec les services de la région en général, quand on arrive et qu'on nous présente un projet, on a aussi une idée de comment on peut aider à faire autre chose. Et c'est ça l'idée, c'est comment on peut aider à passer à une autre dimension. Et puis, parce qu'il ne faut pas le nier, oui, la région a quand même mis des moyens très importants pour un certain nombre de projets. Quand on est sur Ornavic avec les montants qui sont évoqués, quand on était hier à Donfront, on parle de 20 millions d'euros financés à 80% par la région, on est vraiment sur un moment donné de l'investissement lourd. Mais cet investissement, il est là, encore une fois, pour servir un territoire, pour créer de l'emploi, pour créer de l'offre, et pas pour venir en concurrence. Ce dont on se rend compte dans le domaine touristique, et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on a réussi aussi à faire passer comme message aux élus, c'est que nos concitoyens et nos touristes, lorsqu'ils viennent en Normandie, ils se fichent de savoir qu'ils sont dans la communauté de communes de Donfront, de Fécamp, du Grand Cotentin ou du Grand Camp. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir avoir à leur disposition, ce sont des consommateurs, même si, et nous le voyons aujourd'hui, leurs aspirations sont différentes, mais ils souhaitent avoir accès à une bicyclette, ils souhaitent avoir accès à un concert, ils souhaitent pouvoir aller visiter une friche ou une très belle cité médiévale, ils souhaitent aller visiter un jardin magnifique. Bref, ils veulent une diversité. Et l'offre, c'est extrêmement important. Et je crois que là-dessus, en effet, nous les accompagnons et surtout nous encourageons parce que nous ne sommes pas, encore une fois, concurrents, mais au contraire, plus nous avons d'offres sur notre territoire et plus les personnes resteront longtemps et nous, moins nous aurons envie peut-être de quitter notre région. Eh bien, parce que ça, c'est aussi un enjeu d'attractivité. Je pense qu'on y viendra tout à l'heure. Nous savons que parfois, nous avons eu des difficultés, notamment certaines pépites normandes dans l'industrie nous disaient qu'elles avaient un peu de mal à recruter et à recruter sur du long terme. Eh bien, si nous avons toujours un cadre de vie formidable, si nous avons une culture toujours très présente, j'ai apprécié tout à l'heure que vous disiez que culture et tourisme étaient évidemment liés, n'empêche que lorsque nous sommes arrivés à la région, c'était 2 commissions. Avec Catherine Morin-Desailly, nous avons souhaité faire une commission commune et Patrick Gaumont, faire une commission commune pour que, en effet, ces 2 thématiques soient complètement liées. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, mais encore une fois, pour vous expliquer toujours que ce que nous faisons, ça ne sert pas que les touristes. Ça sert aussi en termes d'attractivité, avec la création de l'agence, peut-être que nous en dirons quelques mots, pour faciliter l'implantation de nouveaux arrivants sur notre territoire. C'est aussi un de nos enjeux, nous le savons. Peut-être que nous avons un peu de mal. On vient chez nous passer 2-3 jours. C'est parfois plus compliqué de s'y implanter avec sa famille, ce qui est de moins en moins vrai, notamment depuis la crise sanitaire. Je vous remercie Marie-Agnès et nous avons plus qu'une question de remarque de Monsieur Nelson qui consiste à nous dire que justement il nous remercie que la région ouvre son patrimoine, que la région nous montre plus que ce que nous savons déjà et que justement il y a des pépites cachées et il y aura une carte à jouer dans les années à venir avec une situation qui s'améliorera sur le plan sanitaire, nous l'espérons. Et pour ça, merci, et c'est important de le rappeler. Est-ce que je peux rajouter un petit mot? Pardon, je suis Allez-y. super bavarde. Mais, parce que quand vous parlez d'outils et de pépites, je voudrais inviter tous
les internautes et tous nos invités, à utiliser un outil qui est un outil formidable et qui s'appelle Secret Normand. Nous avons lancé sa dernière version l'été dernier et c'est vrai que la crise sanitaire a fait que nous n'avons peut-être pas pu en faire autant la promotion que nous l'aurions souhaité. Mais Secret Normand, c'est un outil qui a été créé justement pour pouvoir valoriser chacun sur son territoire toutes nos pépites. Ça peut aller d'un magnifique parc autour d'un château, mais également, pourquoi pas, un petit lavoir dans une petite commune à tel ou tel endroit. C'est d'essayer de mettre au même niveau l'ensemble des pépites, des choses extraordinaires que nous pouvons avoir. Et alors, elles peuvent être matérielles, mais elles peuvent être aussi immatérielles. Moi, par exemple, je peux très bien vous dire que c'est au Cap Fanier, par Tangris, que l'on a une vue la plus extraordinaire sur la ville. Si je suis sur un marché, je pourrais peut-être dire que c'est le samedi matin dans telle ville qu'il faut aller chercher les œufs de Madame Untel. Bref, chacun peut valoriser son territoire avec cet outil qui est Secret Normand et je vous invite tous à aller sur cet outil qui est extraordinaire et qui a été mis en place par le CRT. Eh bien, je vous remercie, Marie-Agnès, de dévoiler les secrets normands et de montrer aux Normandes et aux Normands qu'il y a plein de choses qui sont justement méconnues, mais qui méritent qu'on jette un coup d'œil. Et grâce à cette application et à ces efforts-là, les Normands et les Normandes pourront se pencher sur ces pépites, justement. On va passer à des questions plus structurelles, peut-être moins culturelles, justement, et qui touchent moins au patrimoine. La vraie question pour le tourisme normand aussi, c'est comment le désaisonnaliser, faire en sorte que les touristes ne restent pas juste quand il y a du soleil, qu'ils restent une autre bonne partie de l'année. Et Monsieur Soul, je voudrais vous demander votre avis sur la question, parce que votre projet, il aura aussi pour ambition d'attirer les touristes tout au long de l'année. Oui, tout à fait. Donc cet aspect a été envisagé. La question s'est posée initialement en début d'études, à savoir si nous restions justement dans une saison, la définir. Et nous avons fait le choix tout de suite de partir sur une animation, des animations sur toute l'année. Parce que tout à l'heure, Marie-Agnès le disait, dans les secrets aussi se dévoilent en fonction des saisons, des différentes saisons. Comme en ce moment, les pommiers et poiriers en fleurs, les poiriers historiques, les légendaires du Poiret d'Onfront. Mais à un certain moment, les levées du jour avec les brumes sur les fonds de vallée vues de la cité médiévale, c'est fin d'année et ça donne un cachet tout à fait extraordinaire dans les endroits dans lesquels nous vivons. Et donc il nous faut, sans doute il y aura janvier, février, sans doute un creux de la vague, on va dire, mais en dehors de cela, nous l'envisageons au maximum pour pouvoir créer aussi des diverses animations, parce qu'il y a aussi des animations autour de Noël en fin d'année qui sont partagées sur tout le bocage. Et donc, nous ne pouvons pas, alors que c'est un moment de fête et de lumière, nous ne pouvons pas aller disparaître des écrans à ce moment-là. Et donc, nous voulons être accueillants dans toute cette période aussi. Je vous remercie, Monsieur Soul, pour cette intervention concernant les saisons et le tourisme normand. Et justement, je pense que Monsieur Pellerin, vous êtes très concerné par les saisons, par le climat, avec un jardin naturel. Comment vous pensez qu'on pourrait faire en sorte que les touristes soient là tout le long de l'année dans un secteur bien différent ? Alors écoutez, moi j'aime bien en général parler de visiteurs, parce que comme ça, je trouve que l'aspect touriste n'exclut personne, et on peut aller découvrir, quand on est à 5 km et qu'on vit à l'année d'une cidrerie, on peut aller la visiter avec ses enfants, comprendre comment on fait du jus de pomme. Et de ce fait, je pense qu'on peut aussi, d'un point de vue du rayonnement touristique normand, se reposer sur des sites patrimoniaux, culturels, mais effectivement aussi sur des sites, j'allais dire, d'artisanat, industriel et de mise en avant et de fabrication de produits du terroir, par exemple. Et je pense que beaucoup de bâtiments aussi peuvent être peut-être améliorés, des châteaux, des monuments historiques, pour peut-être mettre en avant le tourisme d'affaires. Et
la Normandie, à mon avis, a évidemment énormément d'atouts, mais pourrait accueillir plus de groupes, je pense, qui viendraient travailler. Et effectivement, cette question de la désaisonnalisation, elle est cruciale, parce que, par exemple, au Jardin de Beauville, on crée de l'emploi pendant 6 ou 7 mois, et c'est vrai que tout le monde a envie de travailler plus. Alors, il faut penser à des nouvelles formules, il faut penser peut-être à des événements aussi en intérieur, et peut-être savoir, sur son site touristique, se réinventer ou créer des nouvelles offres, que ce soit des petits concerts, que ce soit des lectures de contes pour les enfants, et vraiment utiliser les périodes comme les vacances d'octobre et Noël, justement pour voilà, diversifier l'offre. Et je pense qu'il faut être accompagné, il faut savoir aussi quelles sont les aides disponibles. Mais voilà, c'est vrai que visiter une fabrique de Calvados, par exemple, aller aussi, ne serait-ce tout simplement dans une ferme, voir comment la traite est faite, si vous voulez. Et toutes ces choses-là qui font notre territoire, la Normandie, on peut les découvrir. Et il ne s'agit pas forcément que de culture, comme on l'a dit. C'est ça qui est intéressant. D'autant plus qu'il peut y avoir une approche commerciale, puisque voilà, vous allez visiter l'usine d'Isigny, vous achetez aussi un petit paquet de caramel pour votre grand-mère. Et donc tout ça, c'est très bénéfique et ça permet aussi de durer pendant les 12 mois de l'année. Voilà, et je pense qu'encore une fois, la crise sanitaire nous a appris peut-être ou fait réaliser à certaines personnes qu'on retourne un peu à la nature et que même si les Français n'ont pas pu voyager pendant cette année et demie, il va falloir, je pense, préparer aussi les mois et les années à venir avec peut-être une baisse de fréquentation et d'une certaine manière aussi donc s'approcher de notre public local pour qu'il ne soit, comme vous l'avez dit Marie-Agnès tout à l'heure, vraiment pour qu'il soit conscient de tous les secrets qui sont aux alentours. Quand le jardin, et quand il y a eu des limites, si vous voulez, de kilomètres, il y a des personnes qui habitaient à 5 kilomètres du jardin de Beauville, qui habitaient là depuis 5-6 ans et qui sont enfin venus. Donc ça permet aussi de se poser la question de notre propre communication et de faire remonter aussi les informations auprès du comité régional du tourisme et des instances de la région qui sont toujours à l'écoute et de se dire, tiens, il y a 5 kilomètres de chez moi, certaines personnes ne connaissaient pas mon site, là il y a quelque chose à faire. Donc on est, je pense, dans la bonne voie vu la rapidité avec laquelle les aides se sont mises en place. Donc il faut toujours avoir, je pense, un spectre et un angle de vue qui soit très large pour justement bénéficier de la période qu'on pourrait appeler creuse, parce qu'il y a un potentiel qui est vraiment tout au long de l'année. Je vous remercie, Monsieur Pellerin. Il y a quelque chose qui ressort dans cette intervention, c'est que vous avez parlé des d'Isigny et des caramels, et vous êtes dans un domaine, vous, plus naturel que celui d'Isigny. Donc, d'une certaine manière, là, ce que vous nous proposez, l'idée que vous mettez en avant, c'est la mise en réseau des professionnels du tourisme normand et comment ça peut se faire. Et là, c'est à vous que je m'adresse, Marie-Agnès, pour savoir comment on peut mettre en réseau des gens qui n'ont pas du tout la même activité, mais quand même des intérêts en commun. Alors, il faut déjà que les gens qui ont des intérêts communs se parlent. C'est tout à l'heure quand Monsieur le maire de Domfront, Bernard, nous expliquait qu'il avait adhéré au cluster médiéval, ce cluster n'existait pas. Donc ça veut dire que des gens qui parlaient la même langue, eh bien, ne le savaient pas. Donc déjà, faisons parler ensemble des personnes qui, en effet, ont quelque part les mêmes intérêts, pour ne pas être concurrents et être complémentaires. Ça, c'est aussi extrêmement important dans notre domaine. Comment est-ce qu'on est complémentaire? Comment est-ce qu'on voit le voisin comme un plus et non pas comme un concurrent? Et puis ensuite, on a de nombreuses instances. Alors, on les a sur les plans des territoires avec les offices du tourisme. On les a au niveau des agences de l'attractivité qui sont de plus en plus départementalisées au sein des comités départementaux du tourisme, au sein évidemment du comité régional du tourisme et de nos instances de l'agence de l'attractivité. Donc, les lieux de dialogue, nous les avons.
Et puis, nous avons aussi évidemment des instances avec notamment les fédérations. Heureusement, on est quand même dans un domaine qui est plutôt bien organisé, avec des interlocuteurs qui font aussi partie de nos structures, de nos associations. Et donc, c'est avec eux que nous construisons les politiques publiques. Je pense que si nous arrivons en effet à pouvoir réagir assez vite, c'est qu'en effet, nous avons un dialogue, probablement une écoute attentive qui fait que nous arrivons à construire des politiques publiques qui correspondent aux attentes des uns et des autres. Je vous remercie, Marie-Agnès, pour cette prise de parole, parce que c'est vrai qu'en temps de crise, c'est très très important de se serrer les coudes, parce qu'on n'y arrivera pas tout seul. Et la région arrive à créer un collectif, et c'est très important de créer un collectif en temps de crise, parce que certains ont des problèmes, d'autres en ont d'autres problèmes, et certains ont des solutions. Et à chaque problème existe une solution, et on la trouve ensemble. Monsieur Sébir, je m'adresse à vous, parce que vous avez lancé votre projet en partant de zéro. Et est-ce que vous avez trouvé des partenaires, des gens sur votre route qui justement n'avaient pas du tout le même cœur d'activité que vous, mais vous avez réussi à trouver une écoute ou un soutien financier ou sinon moral? Oui, c'est vraiment le projet en avis que dans tout son développement. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est une centaine d'entreprises normandes qui nous aident. C'est des personnes physiques qui font du bénévolat, des visiteurs c'est un cercle vertueux. Hein, les visiteurs apportent une grande partie du financement, hein, étant donné le succès de notre parc. Je vous rappelle que quand vous venez sur Ornavik, vous êtes en immersion au Moyen-Âge, vous y passez 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc c'est ça. Mais si je peux me permettre d'aller un peu plus loin, moi ce que j'ai envie de dire, de vous dire à tous, si comme nous, vous avez une idée originale, une idée qui vous semble peut-être complètement incroyable, eh bien, ayez exactement la même démarche. Prenez contact avec la région. C'est vrai que ça paraît complètement incroyable, mais demain, vous allez avoir des idées comme nous. Je vous rappelle que nous n'étions rien. Et aujourd'hui, nous sommes des centaines dans ce projet. Eh bien, voilà, on a de l'espoir. Voilà, c'est ça que je voulais dire parce que vraiment, je le ressens. Ça, c'est voilà. top. Ouais, non, mais, voilà. Merci. Eh ben, on vous remercie pour ce témoignage venu du cœur, visiblement. Oui, et ça fait très, très plaisir de savoir que justement, il y a des gens qui partent de rien et puis qui arrivent, qui trouvent justement sur leur chemin des gens pour les aider, les écouter. Maintenant, on va passer à une autre question qui est un enjeu aussi pour nous. Nous sommes à 3 heures à peine de la région parisienne. Aujourd'hui, Parfois deux. Parfois 2. Parfois une même. Parfois une. Parfois 3,5. Parfois 3,5. Voilà, ça dépend des territoires. La région est étendue. La région est étendue, mais les Parisiens sont très proches de nous. Comment on fait pour que les touristes venus de Paris ou d'ailleurs restent plus qu'un week-end et parfois achètent une résidence chez nous? C'est une question importante parce qu'elle redessine tout notre patrimoine et surtout le tourisme en Normandie. Je vais commencer par vous, Monsieur Soul, et puis après, Marie-Agnès, je vous demanderai d'intervenir sur la question. Alors la réponse a été un peu évoquée tout à l'heure par Marie-Agnès en disant nous ne sommes pas dans la concurrence, nous sommes dans la complémentarité. Donc effectivement, un projet, notre projet, le nôtre, viennent enrichir globalement l'offre d'itinérance sur le territoire normand et donc de passer plus de temps. Alors après, il y a aussi toute la richesse autour de nos projets à nous. Donc il faut qu'un projet comme le nôtre, et je le dis souvent, soit vraiment un projet de territoire qui puisse être véhiculé par les porteurs de projets dans l'environnement, mais aussi les différents élus qui ont chez eux, comme le disait tout à l'heure Marie-Agnès, ou une chapelle, ou un lavoir, ou un monument historique aussi, peut-être pas très connu, mais qui ne mérite que cela et qui fera en sorte que les visiteurs passeront plus de temps. Et au passage, donc un des 3 sujets que nous portons en avant sur le projet touristique à Domfront est la réalisation d'une halle gourmande. Et donc, c'est bien pour y mettre en avant les produits locaux, les produits régionaux,
qui soit consommé sur place, préparé sur place, avec un atelier cuisine aussi, donc avec la recherche, l'intervention de certains chefs, et qui viennent aussi enrichir le panier aussi, et le panier donc du visiteur, mais en même temps le tiroir caisse du producteur local, qui n'a pas forcément les débouchés à portée de la main, ou qui n'a pas réalisé forcément qu'il y ait ces capacités de déboucher tout à fait à sa portée. Et pour ce faire, avec la région parisienne, nous avons un des vecteurs, parce que nous avons le train, c'est Paris-Grandville, mais bon, nous avons un autre train qui est un peu plus légendaire et historique, c'est le vélo. Et le vélo, donc la Vélocénie qui fait l'axe Paris-Mont-Saint-Michel, passe à Donfront, passe devant la mairie, passe devant l'Office du tourisme. Et nous avons la chance d'avoir le croisement, j'ai pour habitude de dire, des deux autoroutes du vélo. L'autre, c'est la Vélo Francette, Ouistreham-La Rochelle. Et donc ces deux autoroutes se croisent à Donfront. Donc nous avons une véritable carte à jouer grâce à cet environnement, grâce aux voies vertes, et à retenir aussi, donc nous avons commencé déjà à mettre en œuvre et mettre en place des accueils vélos spécifiques sur le terrain de camping. Et nous ne sommes pas les seuls, bien sûr, bien au contraire, pour pouvoir retenir en nuitée aussi nos visiteurs à vélo, et puis avec l'avènement électrique, parce que donc Donfront est un petit peu accidenté, c'est le moins qu'on puisse dire, mais avec l'avènement électrique, tout devient possible, même pour des mollets plus fragiles, moins avertis. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage. Et puis, vous avez parlé du vélo, on en reparlera juste après. Je voudrais passer à vous, Marie-Agnès, pour justement que vous nous donniez des clés, des pistes, pour savoir comment on peut faire en sorte que les touristes qui viennent chez nous ne restent pas sur une courte durée, mais plutôt sur une durée plus longue dans notre région. Alors, je crois que j'en ai dit quelques mots. Nous avons... D'abord, j'aime bien le terme que vous avez utilisé. Je crois que je vais maintenant l'utiliser tout le temps. Ne plus dire touriste, mais dire visiteur. Ça me plaît bien. Donc voilà, j'espère que vous n'allez pas demander des royalties sur le terme, mais je trouve que visiteur, c'est pas mal. Et donc, encore une fois, c'est en multipliant l'offre. Ça, c'est clair. Mais le début de votre question, c'était peut-être même comment est-ce qu'on vient les faire vivre chez nous. Parce que nous le savons, notamment dans les villes moyennes, nous avons un sujet qui est que nous perdons trop souvent des habitants et que c'est un problème, évidemment, à terme. Alors c'est un peu le serpent qui se mord la queue et en cela, la région, elle est aussi extrêmement présente. Les villes moyennes, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'elles peuvent, à mon avis, récupérer des habitants? Alors nous le savons, nous l'avons vécu, un grand nombre de personnes qui vivent dans des très grosses agglomérations ont été, lors du premier confinement, se sont retrouvés chez eux dans des appartements extrêmement petits, à l'étroit. Et ils ont compris qu'en effet, nous en province, on avait la chance de pouvoir peut-être avoir plus d'espace et qu'il était un peu différent de vivre dans une très grosse agglomération que de vivre un peu à la campagne. Mais si nous voulons être attractifs, il faut quand même que nous ayons des services publics à offrir. Donc le maintien des services publics est absolument essentiel. Ces personnes demandent de pouvoir avoir une mobilité parce que lorsque vous avez votre emploi où vous devez aller quelques jours par semaine peut-être à Paris ou faire des allers-retours ou ailleurs, eh bien il faut qu'il y ait des gares et des gares qui soient au niveau. Et tout ça, c'est un travail qui a été fait aussi tout au long de ce mandat par Hervé Morin qui a beaucoup investi dans les trains, qui a eu un rapport de force avec la SNCF extrêmement fort pour que les horaires soient de plus en plus respectés, pour que le matériel soit changé. Bref, il y a eu de très lourds investissements dans le domaine pour avoir une offre culturelle qui soit toujours plus importante. Parce que oui, en effet, chez nous, on a des cinémas, chez nous, on a des théâtres, chez nous, on a des conservatoires, chez nous, on a des écoles d'art plastique. Bref, nous avons tout d'une grande, même quand nous sommes en province. Et puis, toujours en termes d'attractivité, c'est aussi de savoir que l'image de la Normandie, ce n'est pas que, c'est aussi le bocage, nos pommiers, nos poiriers et nos vaches magnifiques, mais ça n'est pas que ça.
peu de personnes savent que nous avons des pépites extraordinaires, que notamment dans le domaine de l'aéronautique, nous sommes l'une des premières régions de France, probablement aujourd'hui devant Toulouse, que dans le domaine du flaconnage, nous avons dans le pays de Bray des usines qui travaillent seulement sur cette industrie et qui sont connues dans le monde entier. Nous avons des médecins dans le domaine de la médecine, des niches, des médecins qui reçoivent du monde entier des personnes atteintes de maladies extrêmement graves. Bref, nous avons énormément d'atouts, mais comme nous sommes modestes, parce que c'est aussi le tempérament et la culture du Normand, et bien souvent nous avons du mal à le mettre en avant, et c'est peut-être pour ça, et toujours avec ça, que nous devons progresser. Ce témoignage est très intéressant, Marie-Agnès, parce qu'en fait, de ce qui ressort, c'est qu'il y a des choses à faire toute l'année, comme vous l'avez tous dit. Il y a des choses à faire toute l'année pour tout le monde. Et de ce fait, on vous invite à venir en Normandie plus que 3, 4 jours ou N plus 1 jour. Et c'est vraiment le point intéressant. C'est vrai que ça fait partie des problématiques auxquelles le tourisme normand est confronté. On va... Il voulait rebondir. Allez-y, parce que Pardon. C'est vrai que c'est vrai qu'il y a la question de l'offre dont vous avez parlé, Marie-Agnès, mais surtout, je pense que et c'est ce qui a aussi changé depuis quelques années, c'est la communication, la mise en lumière de toutes ces offres et de effectivement comprendre qu'en étant une semaine dans la Hague, on va pouvoir faire avec ses enfants, avec ses grands-parents, plusieurs activités. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut surligner et c'est vraiment un axe qu'il faut garder de développement, c'est la communication. Effectivement, des entreprises familiales qui fabriquent des cloches, par exemple, qui existent depuis des siècles ou des décennies, ont peut-être besoin parfois d'avoir des coups de main pour la communication moderne, ouvrir des comptes sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, je pense que, comme vous l'avez dit, Marie-Agnès, les collectivités font quand même des efforts, alors comme des nouvelles communes comme La Hague pour accueillir des médecins, pour avoir des offres aussi pour la petite enfance. Je crois que tout ça se met bien en place et effectivement, il y a quand même des grandes industries. Je peux parler de Naval Group, du nucléaire évidemment pour le Nord-Cotentin, mais il y a aussi les constructions de pales pour l'éolien et les énergies renouvelables. Et je dois aussi quand même saluer la détermination du président Morin pour la récupération de la gestion des lignes SNCF, qui, je peux en témoigner, permet quand même de se déplacer plus facilement, de travailler plus agréablement dans le train, puisque même si en termes de rapidité, on sait qu'on ne peut peut-être pas forcément aller plus vite pour le moment, on sait en tout cas qu'on peut travailler confortablement dans le train. Et ça, quand vous voulez installer une famille dans une commune de la Normandie et pouvoir continuer à faire des rendez-vous à Paris ou ailleurs, c'est important de se savoir capable de se déplacer rapidement, comme aller à Carpiquet aussi, où il y a quand même des liaisons très intéressantes pour gagner Marseille, etc., et que j'ai pu utiliser. Donc je dois dire que les infrastructures existent, et c'est vrai que pour s'installer et connaître tout ce qu'il y a autour de soi, il faut que la région poursuive toutes ces opérations de communication qui sont efficientes. Je vous remercie d'avoir montré des exemples précis sur ces actions de la région et puis de nous montrer que les efforts pour montrer que la région est une région du quotidien et pas seulement une succession de stations balnéaires, touristiquement parlant. Je vous remercie pour ceci. On va passer à la dernière partie de ce débat. Et aujourd'hui, on le sait, le réchauffement climatique est un enjeu préoccupant. Et on a un grand défi devant nous, c'est rendre notre tourisme plus durable et le rendre plus soucieux de l'environnement. Donc, Monsieur Sébir, je vais vous demander à vous, comme un parc que vous avez fondé, comment on peut faire pour qu'il soit soucieux de l'environnement, qu'il respecte. Et est-ce que, en termes de RSE, vous avez déjà eu des initiatives pour que l'environnement ne soit pas oublié dans votre projet ? Dès le départ, nous sommes, je l'ai précisé tout à l'heure, sur un terrain de 10 hectares qui appartient à la commune d'Hérouville-Saint-Clair et nous avons pris l'engagement de respecter ce terrain. Ce qui veut dire
que quand nous construisons, par exemple, des talus pour nous isoler de la route, eh bien, on va planter des centaines d'arbres. On a aujourd'hui on a aujourd'hui dépassé plus de 1000 arbres de plantés sur Ornavic depuis 10 ans, par exemple. Quand il y a des travaux qui se font dans Hérouville, eh bien, on propose, par exemple, que les camions qui viennent livrer du calcaire, du sable, eh bien, viennent sur notre terrain, parce que nous allons en avoir besoin, ou de la terre, tout simplement, du limon. Eh bien, on va en avoir besoin, nous, pour construire nos maisons. Nous avons également des communes de l'agglomération qui viennent nous offrir leurs arbres, au lieu de les couper, de les broyer comme ça se faisait à certains moments, des arbres ou des branches, parce que nous, on va les réutiliser pour faire des jardins. Donc, Ornavic, c'est vraiment un concept de développement durable, à la fois sur le plan écologique, mais à la fois, bien évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, en respectant les personnes. J'ai parlé déjà de l'insertion, hein. Je crois qu'on est à 600 jeunes aujourd'hui qui sont passés sur le parc pour la réinsertion sociale. Donc là également, c'est très important sur le territoire. On a un impact de plus en plus important. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Je vous remercie parce que la RSE, ce qu'on appelle responsabilité sociale des entreprises, a fait partie et une clé non négligeable de votre projet. Ça montre que nous, on se penche aujourd'hui en Normandie à respecter l'environnement qui est riche et qui est très beau. Et vous, Monsieur Soul, est-ce que pour les projets à venir de la ville de Domfront, dans les projets que vous allez développer, la RSE sera aussi mis en avant et au cœur du projet, j'imagine? Alors, évidemment, c'est un moment incontournable de confronter, en plus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aux difficultés climatiques que nous connaissons maintenant. Pour ce faire, alors, ça part de la politique, de la volonté municipale. Pour ce faire, nous sommes dans aujourd'hui une reconnaissance des arbres remarquables, déjà, afin de pouvoir privilégier cet environnement qui a quand même souffert ces dernières décennies. Le bocage a été un peu contrarié dans ses premières lectures. Donc aujourd'hui, nous en sommes, comme vous le disiez tout à l'heure, nous sommes plutôt dans les replantations, dans les nouvelles haies qui sont favorisées, les plantations qui sont favorisées et par le parc Normandie-Maine et par le département. Donc nous sommes dans cette démarche. Nous sommes pour pouvoir offrir dans une démarche aussi ouverte dès maintenant, offrir à de nouveaux maraîchers des terres à leur mettre à disposition afin de pouvoir favoriser les circuits courts, pouvoir, ce que je disais tout à l'heure, pouvoir amener des denrées premières en circuit court jusque vers la halle gourmande et aussi vers les restaurateurs qui vont pouvoir mettre en œuvre de nouvelles connaissances, parce que, vous le savez, certains légumes disparus, donc sans être forcément médiévaux, mais aussi d'inspiration sur certains secteurs d'inspiration médiévaux, pourront revenir sur les tables des restaurateurs, et dans les cuisines et sur les tables servies dans nos assiettes dans le Domfrontais. Donc c'est une démarche globale, si vous voulez, qui va de l'environnement en passant par la mobilité douce. Nous y travaillons, puisque je vous parlais tout à l'heure des vélos, des autoroutes des vélos. Mais vu les difficultés que nous ayons, vu les fortes déclivités quand même dans la cité, il nous faut pouvoir trouver des moyens d'accompagner des familles sur leur vélo, qui aujourd'hui sont confrontées à la dangerosité de la circulation, puisque un projet de contournement est porté par le département, mais ne va aboutir encore que dans quelques années. Il nous faut, nous, en tant qu'acteurs locaux, pouvoir protéger et favoriser justement la découverte de ce patrimoine par les familles, mais sur les vélos. Je vous remercie, Monsieur Soul, de mettre en évidence ces nouveaux moyens ces moyens de locomotion beaucoup plus utilisés qu'avant, parce qu'ils sont soucieux de l'environnement, parce qu'ils sont soucieux du climat. Donc c'est très intéressant de voir que aussi, jusque dans l'assiette à Domfront, l'environnement est pris en compte.
Maintenant, je voudrais juste aussi vous demander votre intervention, Monsieur Pellerin, parce que vous travaillez et vous gérez un site qui est proche de la nature. Est-ce que vous le ressentez quand vous accueillez des visiteurs, cette proximité avec le climat et l'environnement? Oui, effectivement, quand on gère un site naturel comme un jardin botanique à Vauville dans la Hague, on est conscient des éléments, on est conscient du climat. Et les visiteurs ont toujours la question du fait d'utiliser ou pas des engrais. Et ça, je dois dire qu'aujourd'hui, tout le monde a cette conscience. Tout le monde sait qu'il est trop tard et qu'il faut agir et que l'action, elle est déjà voilà, en route, si vous voulez. Et je pense que les collectivités ont compris ça. La commune de La Hague a donné à tous ses agents des gourdes pour éviter, dans les conseils municipaux, d'avoir maintenant des bouteilles en plastique. C'est une évidence. Et on ne devrait même plus se poser la question, mais je pense que tout ce qu'on découvre d'éco-pâturage, par exemple, qui est mis en place depuis quelques années, est maintenant très populaire. Et ça, c'est vrai que la question des produits phytosanitaires, la question des circuits courts, la question du déplacement aussi, voilà, elles sont, je pense, au cœur du sujet. Notre Normandie est sauvage par plein d'aspects, avec des grands centres, effectivement, et des grandes industries, mais il faut absolument préserver ce côté très naturel. Je pense que la région en a tout à fait conscience aujourd'hui, et il n'y a, je pense, plus de doute quant à son investissement, vu toutes les nouveaux comportements qu'on peut mettre en place. Les récupérations de déchets aussi par les collectivités. Voilà, je pense que notre territoire, qui est quand même très maritime, doit pouvoir mettre tout ce qu'il faut en place pour récolter les déchets sur les plages, par exemple. Et ça, les bacs à marée, on voit que tout ça est en train de se développer. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Donc, tout ce qui peut appauvrir la terre doit être complètement proscrit, et il faut juste se rendre compte de nos richesses qui sont simples. Et encore une fois, voilà, la crise sanitaire nous a fait ouvrir les yeux sur le fait de pouvoir faire travailler son agriculteur voisin, aller acheter des œufs tout de suite comme ça, ce qui pour nous, quand on est normand et quand on vit à la campagne, nous paraît une évidence. Mais voilà, donc encore une fois, cette communication, ces états d'esprit qui sont en train de changer vont dans la bonne voie. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Je vous remercie, Monsieur Pellerin, pour cette intervention. Itinéraire vélo, Normandie sans voiture, service vélo, ce sont des dispositifs mis en place par la région. Marie-Agnès, est-ce qu'aujourd'hui, le vert et le climat fait partie intégrante de la feuille de route de la région s'agissant du tourisme? Chaque jour un peu plus. il faut être honnête. Quand Eric indiquait tout à l'heure que en effet, il y avait une vraie prise de conscience des élus sur ce sujet. C'est totalement partagé et à tous les niveaux. Il faut reconnaître que nous avons mis beaucoup de temps. Probablement n'avons-nous pas encore fait aussi suffisamment de pédagogie, puisque ce n'est pas évident partout, cette prise de conscience encore, qu'il est peut-être trop tard et que nous n'avons plus le choix. Donc oui, évidemment, aujourd'hui on parle de tourisme vert, on parle de tourisme durable, et si la région, dans les politiques publiques qu'elle impulse, évidemment, c'est au cœur de nos politiques publiques, le développement durable, nous ne pouvons pas, sur les porteurs de projets, être totalement, comment dirais-je, réfractaires à des actions qui ne relèveraient pas de ce que nous souhaitons. Mais oui, nous pouvons le faire, notamment dans nos subventions. C'est-à-dire qu'on peut décider demain, et nous le faisons régulièrement, que si ça ne correspond pas à l'esprit que nous souhaitons mettre en place, nous pouvons très bien demain dire non, nous ne participerons plus. Donc, néanmoins, je ne crois pas qu'on soit... aujourd'hui, quand vous investissez dans un projet, vous êtes bien conscient qu'il faut répondre aux attentes. Et les attentes, elles sont là, nous le savons. Donc, nous avons tous intérêt collectivement
eh bien, à nous y mettre. Alors pour certains, évidemment, ils partent de très loin. Vous avez des animations qui sont très énergivores. On peut accompagner et on se doit d'accompagner celles qui existent et qui peut-être aujourd'hui ne sont pas totalement vertueuses. On est justement dans cette démarche d'accompagnement et je crois que c'est dans les années à venir aussi un enjeu extrêmement fort. Les valeurs de l'authenticité, on l'entend tout le temps, d'échange, la volonté de partager, de vivre une expérience. C'est un terme qu'on n'utilisait pas dans le domaine touristique il y a quelques années. Aujourd'hui, nos visiteurs, eh bien, ils veulent vivre aussi une expérience. Alors non pas, on va aller voir comment on vit chez les ploucs, hein. C'est pas ça. Je crois pas que quand ils viennent chez nous, au contraire, ils veulent vivre comme nous. C'est pas méprisant du tout, c'est pas on regarde de quelle manière, en tous les cas ceux qui viendraient dans cet esprit-là, je pense, se feraient vite renvoyer dans leur but. Mais oui, nous sommes là pour montrer nos atouts et faire vivre encore une fois cette expérience normande qui existe, qui est réelle dans tous les domaines. Alors le développement durable, évidemment, nous y croyons. Aujourd'hui, on parle beaucoup de slow tourisme aussi. Moi, j'aime pas trop cette expression parce que j'aime pas trop quand on mélange l'anglais et le français. Mais je pense que le tourisme vert, le tourisme durable, oui, c'est aujourd'hui vraiment eh bien, source de progrès et surtout de développement. Je vous remercie, Marie-Agnès, pour cette conclusion sur le tourisme vert ô combien importante, parce que ça donne l'état d'esprit dans lequel est la région aujourd'hui. N'ayant pas de questions qui sont remontées à ma connaissance, je voulais vous dire merci aux Normandes et aux Normands qui ont regardé avec attention notre conférence, et puis aussi un grand merci à nos intervenants qui viennent d'horizons différents et qui ont des fonctions différentes au sein de notre région, parce que ces témoignages sont très importants pour montrer à quel point nous sommes optimistes malgré les difficultés qui nous attendent et qui sont nombreuses. Et la région a fait beaucoup, elle fera beaucoup. Les Normandes et les Normands sont prêts à faire beaucoup et ils feront beaucoup pour accueillir les visiteurs en notre sein. Je vous remercie.